et bienvenue. Je suis Valérie Nicolas, la directrice de l'Institut français, et j'ai le grand plaisir de partager cette soirée avec vous tous, avec les collègues de l'Athénéo bien sûr, et Louisa du département de littérature vous expliquera tout ça, mais surtout avec aussi Gemma qui est la responsable culturelle de l'IEMED. On essaye ensemble, plutôt des filles comme vous le voyez, de monter un groupe de travail qui dure, qui communique sur la question de l'identité méditerranéenne avec de jeunes écrivaines franco-méditerranéennes ou catalanes et méditerranéennes, avec donc un pied du côté nord de la Méditerranée et un pied au sud. Donc, ce soir, nous avons le grand privilège de passer un moment avec Zineb Mekouar, qui est une jeune femme, comme vous pouvez le voir, jeune écrivaine aussi. Elle a fait paraître son deuxième roman, elle a écrit un troisième roman qui s'appelle le premier, La poule et son cumin. La poule et son cumin, je suis désolée, je suis nulle avec les titres toujours. Et Souviens-toi des abeilles. Voilà. Il n'est pas encore traduit. Et en fait, elle est chez nous en résidence pour travailler, mais de notre côté, on essaye de trouver un éditeur catalan ou castillan. Parce que vraiment, c'est un ouvrage à partager. Donc, je suis ravie de le partager avec vous. Passez une très bonne soirée. Je pense qu'on va les écouter. Elles vont avoir la parole. Et ensuite, on fera une série de questions-réponses. Très bonne soirée à vous. Bé, moltes gràcies, Valèria. Avui és un acte important perquè realment iniciem una sèrie de relacions que ja teníem amb l'Ateneu Barcelonès, tant amb l'Institut Francès com amb l'Institut de la Mediterrània, però que va cada vegada, diguéssim, més en una direcció que és el Mediterrani, no com a frontera, no com a un lloc que, com sabem, només fan que morir-se gent, sinó com una cultura que hem de mimar, que hem de conèixer i que volem compartir. No? Aleshores, aquesta, diguéssim, presentació d'avui amb la Zineb Mekouar que presenta la Meritxell Joan és important perquè hem aconseguit lligar tots aquests aspectes que creiem tan importants. No? Com us deia, per una banda la Mediterrània, per una altra banda l'escriptura i les diferents cultures al voltant de la Mediterrània, al voltant de la literatura i més en concret de les veus joves, de les noves literatures, de les noves generacions que estan escrivint en femení. Aquests són tots els diferents aspectes que, de fet, l'any passat ja, des de la secció de feminismes, vam començar aquest cicle. Per això veieu que en el cartell hem posat cicle narratives blaves i liles. Blaves en relació, per tant, amb el Mediterrani i liles amb el feminisme. No? Aquesta idea, com us deia, s'ha anat gestant al llarg d'aquest últim any. Es van fer l'any passat una sèrie de reunions d'escriptores de l'espectre de la Mediterrània, diferents països de la Mediterrània, es van trobar aquí a l'Ateneu, formulat, com us deia, des de la secció de feminismes, i ara ho reprenem també des de la secció de llengua i literatura, i evidentment des de la Junta, perquè ens sembla que, com sempre hem vist, el jovent és el futur. Per tant, la Mediterrània, la idea de posar en relació, conèixer les escriptores que en aquests moments estan fent, com en el cas de la Zineb Mekouar, un tipus de literatura que ajunta en la seva mateixa experiència vital a diferents països de la Mediterrània, doncs evidentment és el que es pretén. A més, la Zineb Mekouar, tot i que és una escriptora molt jove, és una escriptora amb gran reconeixement ja dintre de, diguéssim, l'estatus cultural a França. Vosaltres sabeu perfectament que diem que a l'Ateneu tenim el Creixells, que el Creixells és el Goncourt català, doncs bé, ella està seleccionada, la seva primera novel·la ja va ser seleccionada com a la primera novel·la d'una escriptora, l'any 22, i continua amb la segona, ara ja parlem de la tercera, la segona, que traduiríem com a Recorda les abelles, Souvenir toi les abelles, també ha estat seleccionada entre les millors novel·les de l'any 2024. Per tant, també volia presentar, evidentment,
la Meritxell Joan Rodríguez, perquè penso que és la persona més adequada per ser avui aquí per diferents raons. Primer de tot perquè ella és doctora en filologia, ha fet un estudi literari, lingüístic i cultural relacionant dues escriptores de la Mediterrània, entre les quals tenim, per una banda, la Najat el Hashmi, i una altra escriptora que ara no recordaré el nom, però que també és del Marroc, no? d'Algèria, del nord de l'Àfrica. Ell explica, doncs, de quina manera, és el seu camp d'estudi, de quina manera a vegades la llengua, no?, en què escriuen aquestes escriptores és la llengua del colonitzador, no? Com quina relació es pot mantenir. Ha estat treballant a la càtedra UNESCO, a l'Institut de la Mediterrània mateixa, a la Universitat de Barcelona, i em sembla que en pocs dies, la setmana que ve, fas també un curs a l'Institut, al CCCB. Sí. Em semblava que també feies un curs en què justament relacioneu i expliques diferents lectures, no? Llegeixes diferents llibres d'autores del voltant, diguéssim, de la Mediterrània. Per tant, penso que tu mateixa et pots explicar més. I també soc jove. Ah, no cal dir! Aquest és un punt que evidentment es veu, gairebé no cal dir-ho, però s'ha d'insistir, és a dir, que la nova generació no només són d'escriptores, sinó d'estudioses, de periodistes, de gent que estan treballant pel futur, no? I pel present, però també pel futur. Gràcies a totes dues i per tant dono la paraula a la Meritxell, quan vulguis. Gràcies. Bé, jo agraeixo a totes les institucions que convoquen aquest cicle per oferir-me l'oportunitat de parlar de Zineb. Començaré presentant-vos l'autora, la Zineb Mekouar. Ella va néixer el 1991 a Casablanca, al Marroc, i el 2009 s'instal·la a París, on estudia a diverses institucions franceses, abans d'aprendre el camí de la literatura. A França publica la seva primera novel·la, la Valérie en parlava abans, La Poules en commun, que va ser finalista del Premi Goncourt a la primera novel·la, i en aquest text, en aquesta novel·la, l'autora explora el Marroc contemporani a través del vincle de dues dones que provenen de contextos molt diferents. Avui, però, ens presenta la seva segona novel·la, Souviens-toi des abeilles. En aquesta novel·la ressegueix la història d'una família que viu a Inzerki, un poble amazic de l'Atles marroquí situat més o menys a 80 quilòmetres d'Agadir, en un present que podria ser el nostre present. El poble i la família protagonista estan marcats per un abellar, un apiari, és a dir, un lloc on es concentren molts ruscs d'abelles, que és centenari i col·lectiu, i de fet és considerat l'apiari més antic del món, en què generacions i generacions de famílies han cultivat la seva mel. Al poble, cada cop menys gent se n'ocupa a causa de l'èxode rural, les noves generacions marxen a ciutat, i a més, aquest apiari cada cop produeix menys mel perquè la terra dins d'aquí, d'aquest poble, s'asseca. Al llarg de 3 capítols, de 3 parts que té la novel·la, llegim de quina manera aquestes situacions afecten directament la família de l'Anir, i reteniu aquest nom, que és un nen de 10 anys fascinat per les històries del seu avi. Aquestes històries, aquests relats, ajuden l'Anir a conèixer millor la terra on viu i la importància d'aquest apiari centenari col·lectiu. Com a lectores, comprenem que les abelles dins d'aquí també són importants per nosaltres, més enllà de la nostra situació geogràfica, perquè la seva desaparició està connectada amb un planeta també afectat pel canvi climàtic i, malauradament, aquests dies tenim un recordatori a València molt clar, i també vivim en un planeta en què les societats estan donant l'esquena als seus recursos naturals. Parlem-ne doncs amb la Zineb sense revelar massa secrets de la novel·la. Oui, merci beaucoup d'être là. Merci à l'Institut français, à la VDU, à l'Athénéo, pardon, à IEMED, voilà, Meritxell. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui.
Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Ouais. Que vous avez peut-être la traduction. Euh, je suis très heureuse parce que c'est très important pour moi l'identité méditerranéenne. J'ai grandi au Maroc, on a des origines espagnoles dans la famille. J'ai vécu un peu en Italie, en France, et il y a vraiment une façon d'être, une chaleur, une humanité qui est en Méditerranée que je retrouve dans beaucoup de pays et qui pour moi est une richesse, surtout aujourd'hui où on entend beaucoup des peuples qui se dressent les uns contre les autres et la littérature, les moments comme ça à l'Athénéum, ça nous montre à quel point on est pareil. Même si on n'a pas forcément la même langue, on a la même façon d'être et la générosité. Donc voilà, je voulais commencer un peu mes propos comme ça. Pour ce que tu as dit sur mon deuxième roman, donc Souviens-toi des abeilles, l'idée, j'avais envie d'écrire sur la thématique de l'amour maternel, parce qu'on suit le petit garçon Anir de 10 ans. Je vais enlever ça quand je parle, parce que sinon je fais un peu. Un petit garçon de 10 ans qui en fait, au quotidien, essaye de sauver sa mère. Et on commence le bouquin par un drame où la mère est là avec son nourrisson et elle ne sait pas comment le sauver. On est en pleine campagne, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pharmacien et il pleure ce nourrisson et elle veut le sauver, elle ne sait pas et elle se dit comme dernier remède, il y a le miel. Et, et en fait, on la retrouve 10 ans plus tard, un peu, elle a perdu la tête et on ne sait pas ce qu'elle a. Et donc tout le livre, c'est découvrir ce qu'elle a, cette maman, et voir comment ce petit garçon, finalement, c'est lui qui prend soin d'elle. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu du livre, avec une question quelque part qui est celle de est-ce qu'on peut vraiment sauver ses parents? Est-ce qu'on ne devient pas adulte le jour où on se rend compte qu'on ne peut pas sauver ses parents? Et donc il y a un peu ça dans cette trame de roman, avec une relation entre Anir, ce petit garçon, et le grand-père, qui lui apprend tout ce qu'il sait sur la nature. Et au début, je ne m'attendais pas à faire un deuxième roman au Maroc. J'avais fait justement le premier roman, le titre est un peu original, c'est La poule et son cumin. Euh, c'est une expression marocaine qui veut dire le beurre et l'argent du beurre en français. Je ne sais pas comment on dit exactement en catalan, il faut que j'apprenne le catalan. Et je voulais faire un roman très différent. Et en fait, j'ai découvert par hasard ce lieu qui a un immense rucher collectif, donc un endroit où il y a des ruches traditionnelles, vraiment par hasard au détour d'une conversation. Et je me suis dit, je vais y aller parce que les Marocains ne connaissent pas, quasi personne ne connaît l'endroit. Et c'est assez fascinant. Il y avait des couleurs, des odeurs, les abeilles, le bourdonnement des abeilles. Ça m'a fascinée. Je me suis dit, j'aimerais en parler dans un livre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à parler de l'amour maternel à cet endroit. Et c'était parfait parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Là, il y a la mère des abeilles, la reine, qui est la mère de toute la colonie, la terre, la mer. Donc il y avait une sorte de parallèle que je pouvais faire. Et le livre, je suis contente parce que il fait parler de lui et tant mieux et va peut-être aider cet endroit-là à faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'en ai parlé il y a quelques semaines à l'UNESCO à Paris. Et donc ça c'est chouette quand la littérature peut un peu aider des endroits. Sí, gràcies, Guillem. I la Zeynep ens ha introduït aquest món dels sentits, aquest univers sensorial, i m'agradaria començar aquesta conversa centrada en la seva segona novel·la per aquí, no? Quan la llegiu, si l'heu llegida, veureu que és absolutament sensorial, no? Ja des de les primeres frases el text ens desperta els sentits i ens convida a entrar-hi de manera gairebé corporal, no? Amb tot el cos. Per això m'agradaria seguir una aproximació que seguís aquesta mateixa lògica. El primer so que se'ns presenta en la novel·la és la veu d'un nadó, que ens explicava ara la Zineb, que crida i que la veu narradora defineix com udols que provenen de les entranyes de la terra. De fet, al llarg del text també sentim com la terra crida perquè Inzerki, aquest poble on se situa la novel·la, pateix un terratrèmol que també ens fa pensar en el terratrèmol que va patir el Marroc l'any passat.
Alors pour la petite histoire, on m'a dit le livre est sorti après le tremblement de terre au Maroc, il y a eu un tremblement de terre en octobre. On m'a dit ah tu t'es inspiré du tremblement de terre en octobre et en fait non parce qu'il a été écrit avant. Et alors bon, faut pas être devin hein, pour imaginer que malheureusement il va y avoir des catastrophes comme ça. Mais c'était assez bouleversant de voir qu'il y a eu un tremblement de terre alors qu'il était dans le livre. Heureusement la région n'a pas été touchée par ce tremblement de terre. I doncs seguint aquest fil que connecta la terra i els crits del nadó, la meva primera pregunta seria de quina manera en la novel·la la veu humana estrena, està en conjunció amb la veu de la terra, del sol, de la natura. Comment ce roman? Comment ce roman, la voix humaine est née avec la voix de la terre. En fait, ce que je voulais, c'est parler effectivement de ce changement climatique, mais de manière intime, de manière charnelle. C'est Marguerite Duras que j'aime beaucoup qui disait on écrit avec le corps. Et justement, la littérature permet de montrer ce que ça fait physiquement, charnellement, intimement. Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de discours rationnels qui parlent à la tête sur le changement climatique, sur aussi une culpabilité qu'on devrait avoir ou pas. Alors, sans rentrer dans ça, moi j'avais envie de parler au cœur. Et j'avais envie de montrer comment de manière intime, quand il y a ce changement climatique qui se passe, qu'est-ce que ça fait sur une famille, qu'est-ce que ça fait sur un petit garçon qui doit partir et qui ne veut pas partir. C'est tout ça l'histoire. On est avec des personnes qui vont avoir une sorte d'exode rural forcé et toute la question c'est est-ce qu'elles vont partir même s'il faut qu'elles partent. Donc on a le grand-père et le petit garçon qui ne veulent pas partir et d'un autre côté on a le père, donc il y a un trio masculin et le père qui doit aller en ville pour aller chercher de l'argent parce qu'il ne peut plus vendre son miel, il ne peut plus vendre ses légumes et le grand-père et le petit garçon ne veulent pas partir. Et effectivement, il y a le son de la terre qui fait écho au son de la mer, à la voix du nourrisson. J'ai voulu en fait mettre vraiment presque faire accorder la terre et la mer. C'est comment on fait aujourd'hui quand la terre et la mer ne peuvent plus nourrir les enfants. Et c'est ça en fait, c'est l'impuissance de l'enfance. On va laisser à nos enfants une terre meurtrie. Et je voulais, pour faire résonner de manière plus intime encore, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une mère aussi meurtrie? Et quel est ce son de l'enfance qui crie, qui est bouleversant et qui parfois est muet? Parce que quand on a une tragédie, qu'elle soit au niveau national, au niveau intime, parfois on est tellement choqué qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est ce qui se passe avec la mère qui vit une sorte de drame et qui en perd ses moyens, qui ne peut plus être dans l'action, qui ne peut plus que chanter une berceuse. Et donc pendant tout le livre, on suit une berceuse, la berceuse que la mère chantait à son nourrisson quand il était tout petit. Et cette berceuse, ce son-là, fait écho au bourdonnement des abeilles, au niveau de la terre, le bourdonnement des abeilles qui est en train de disparaître petit à petit. Et finalement, le Souviens-toi des abeilles, qui est le titre du livre, c'est un peu souviens-toi de ton humanité, souviens-toi de cette voix, et souviens-toi de ta fragilité. Parce que moi, ce que j'ai adoré en travaillant sur ce livre, j'adore le miel comme beaucoup ici, mais je connaissais rien aux abeilles. J'ai découvert en faisant beaucoup de recherches, je suis allée sur ce lieu pendant plusieurs fois. J'ai demandé à l'université d'Agadir, qui est à côté de ce lieu-là, de me donner beaucoup d'informations aussi sur cette communauté-là, parce qu'il y a un rapport sacré à la terre là-bas, qui n'est pas religieux, qui est vraiment comme un peu les communautés mayas, incas, il y a des arbres sacrés, il y a vraiment un rapport sacré au lieu. Et c'était vraiment comment... ce que j'ai appris en faisant ce livre, c'est qu'il y a il faudrait faire un éloge à la vulnérabilité. Parce que les abeilles et la nature, c'est vulnérable. Et en même temps, c'est extrêmement puissant. Et c'est comme notre humanité. On est vulnérable, mais on peut être très puissant. Et donc pour moi, c'est quand on voit une ruche, des abeilles, c'est tout petit. Et pourtant, c'est tellement fort. Enfin,
elles font du miel. Alors il y a un miel particulier là-bas qui est fait de sève de cactus, de Forbes ça s'appelle, et c'est une sève qui est un poison pour l'homme, mais quand elle passe par les abeilles, ça devient un remède comme un médicament, presque un antiseptique fort. Et donc voilà, c'est ce que j'ai appris, c'est cette vulnérabilité de l'enfance aussi. Anir, il a 10 ans, il est vulnérable, il est fragile, en plus sa mère est traitée de folle par les villageois, donc il est assez seul, il est presque laissé de côté par le village, et pourtant il a une sorte de force incroyable et puis de connaissance de la nature qui est assez fascinante. Donc ce son-là, j'ai voulu le mettre du début à la fin, le bourdonnement des abeilles et cette berceuse, et qui amène une rythmique. Effectivement, c'est sensoriel parce que en allant là-bas, j'ai trouvé l'endroit tellement beau que je me suis dit j'aimerais que le lecteur ou la lectrice vive ça avec moi. Donc il y a un rythme aussi musical. Le son se retrouve même dans des répétitions faites exprès, hein, je vous rassure, qui, pour moi, c'est vraiment de la musique. Et c'est aussi pour faire écho aux traditions orales méditerranéennes. Hein. On retrouve la tradition orale de raconter des histoires dans tout le pourtour méditerranéen. Et là-bas, alors c'est proche de l'Atlantique, mais c'est quand même une tradition méditerranéenne de vraiment raconter les légendes, comment ça s'est créé. Et donc il y a vraiment une sonorité. Il y a une musique là-bas qui s'appelle les gnawa, c'est des percussions et qui viennent du sud, même pas du Maroc, et qui sont de tradition nomade. Et les gens là-bas rentrent en transe presque quand ils racontent les histoires avec le rythme de la terre. C'est très beau et c'est un peu pour ça que j'ai voulu garder vraiment cette sonorité avec et le son et la berceuse et les bourdonnements et puis les mots qui reviennent souvent. Doncs jo recupero aquesta idea del so, de les paraules, però transformant-la una mica i passant al territori del silenci. La Zineb ens explicava ara aquesta connexió entre la veu de la terra, la veu del nadó, aquesta cançó que ressegueix tot el llibre i que si llegiu la novel·la veureu que fins i tot incorporareu la melodia quan llegiu, i els onzets de les abelles, que de fet el llibre és descrit com una cançó de bressol, no? Però a mi m'agradaria això, posar l'èmfasi en el silenci també, perquè al llarg de la novel·la, a mesura que la terra del poble d'Inzerquí s'asseca, aquesta música i aquests sonzeig de les abelles es va apagant i va sent substituït pel silenci. I també podríem pensar que la mare només és capaç de cantar perquè no té paraules, no? També hi ha una mena de silenci en aquesta mare que ha embogit. Llavors, jo voldria preguntar-te quin paper ocupa el silenci en la novel·la i té alguna relació amb el fet que estàs visibilitzant una realitat com la de la ruralitat que no acostuma a ser el focus d'atenció? Oui, le silence, clairement, c'est presque un personnage à part entière parce que, en fait, ce qui se passe et on le découvre dans le livre, c'est un secret de famille. Il y a un problème et on n'arrive pas à communiquer. Donc la mère perd l'usage de la parole, le grand-père sait pourquoi, le père aussi, et on ne veut pas le dire au petit garçon. On se dit que c'est trop grand pour lui, et donc il y a un secret de famille, donc un silence entre la famille, qui fait que les relations se délient. Et il y a beaucoup de familles dans lesquelles ça arrive, et on a l'impression que pour arranger les choses, il ne faut pas en parler. Comme ça, on oublie. Et en fait, c'est pire. Donc les relations se délient, et donc il y a une vraie problématique entre le père et le grand-père qui s'éloignent parce qu'il y a ce secret qui est trop lourd à porter. Et on ne veut pas dire au petit garçon, à Anir, pour ne pas le blesser. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est parler. Donc c'est comment le silence, justement, peut bouleverser ou même casser des familles. Et en même temps, il y a le silence de la terre, qui, avec le bourdonnement qui est en train de disparaître, des abeilles. Et j'avais vraiment envie de montrer, de mettre en scène le silence.
parce qu'on a souvent l'impression que quand on dit les choses ou quand on parle, ce n'est que ça la parole, mais un silence vaut parfois 1000 paroles, ou blesse plus que des paroles. Donc il y a ce rapport au silence, et il y a ce rapport aussi, alors on suit un trio masculin, hein, le père, le grand-père et le petit garçon, avec des femmes, donc la mère et symboliquement la terre, qui sont omniprésentes. Par leur absence, elles sont présentes. Et j'avais envie de faire ça, parce que dans mon premier roman, on suit un duo de femmes. Et c'est vraiment sur le rapport au corps de la femme au Maroc et le rapport à l'étranger en France. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, j'avais envie de parler des hommes. Et j'avais envie de montrer comment dans les sociétés méditerranéennes, parfois il y a une difficulté à parler, à dire ce qu'on ressent, notamment chez les hommes. Et ça emprisonne. Et donc il y a ce rapport-là, le grand-père et le père qui ont du mal à parler de leurs sentiments et ça les emprisonne. Et du mal à montrer aussi de la tendresse. Et moi, pour avoir grandi au Maroc, c'est aussi souvent le cas dans le pourtour méditerranéen, parfois les hommes sont emprisonnés de leur propre croyance de il ne faut pas parler, il faut être un homme, il faut être fort. Et donc le rapport au silence, c'était aussi pour mettre ça en avant. Un dels personatges on es veu més clarament, no, aquestes imposicions de les quals parla la Zeynep és el pare de la Nir, el pare del nen, que es diu Omar, i voldria que resseguim el fil de l'Omar per seguir explorant el llenguatge i els silencis. Quan l'Omar sabem que ell ha deixat el poble, ha deixat Inzerquí, perquè la vida, com ens deia al principi, cada cop és més difícil, cada cop costa més, i s'instal·la a Agadir per millorar la seva situació econòmica, però Agadir no acaba de trobar el seu lloc, entre altres coses perquè, ens diu la novel·la, no parla la bona llengua, en referència al francès. La llengua de l'Omar és l'amazic, però tu, Zeynep, ens acostes la seva història en francès. Ara bé, al llibre veureu que hi ha escampats noms, expressions, fórmules en amazic i en àrab que quan apareixen per primera vegada s'escriuen en cursiva i després ja s'incorporen al text sense cap marca. Quines llengües parla el teu llibre? I quines veus incorpora? Quines veus han inspirat aquesta novel·la? C'est le propre des cultures méditerranéennes d'avoir plein de langues. Pour moi, c'était important. Moi, j'ai grandi à Casablanca. Si vous connaissez un peu le Maroc, c'est plus au nord. On parle français et arabe marocain, pas l'arabe classique. Et donc, le rapport à la langue, c'est vraiment fondamental dans les deux romans que j'ai écrits, d'ailleurs même dans les prochains. Le Maroc, en arabe, c'est Maghreb, c'est l'Occident. Et donc, c'est l'Occident de l'Orient de l'Occident. C'est un carrefour où on parle plein de langues. Le nord du Maroc, on parle espagnol, castillan. On parle français un peu partout. Le sud, on parle amazigh qui est berbère. Moi, je ne suis pas berbère, donc je ne parle pas. Il y a même 3 dialectes. On parle l'arabe dialectal, mais le gouvernement parle l'arabe classique, donc on ne les comprend pas. Donc il y a vraiment... et puis il y a de plus en plus d'anglais, parce que le français, malheureusement, les relations sont tendues, un peu moins, mais quand même. Et puis, donc il y a un peu un rejet du français dans les nouvelles générations, on parle plus anglais. Donc il y a vraiment un patchwork de langues. Et quand je suis allée dans le sud du Maroc, pour ce deuxième roman, je comprenais rien de ce qu'on me disait, alors que je parlais arabe marocain, la darija, parce qu'ils parlaient que berbère. Et heureusement, il y avait une personne, un homme, qui m'a pas mal aidée. Alors il y avait quelqu'un avec moi qui parlait berbère, et heureusement, et puis il y avait cet homme qui parlait un peu français et un peu darija, donc on s'est compris. Mais je me suis dit, c'est fou, parce que j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Et ça, on a un peu la même chose dans le nord du Maroc, j'allais souvent quand j'étais petite, on parle beaucoup espagnol, castillan. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le rapport à la langue. Et puis, j'avais envie de mettre en avant cette culture berbère amazigh qui a longtemps été mise à l'écart. On connaît ça un peu ici, hein, et après, il y a une sorte de volonté de fierté, en fait, d'identité.
qui est nécessaire et qui est importante. Et du coup, j'avais envie de mettre en avant la langue amazigh parce que c'est une des identités avec l'hébreu et l'arabe du Maroc. Et donc, j'ai voulu mettre en scène, en mettant les mots, les sonorités, ces langues-là, parce que c'est important de les voir écrites, c'est important même de les prononcer. Donc, par exemple, Anir, c'est un prénom amazigh qui veut dire lumière, qui veut dire ange, que j'ai trouvé très beau là-bas et qui, pendant longtemps, on n'avait pas le droit de donner des prénoms amazigh au Maroc. Et on a eu le droit plus tard. Ça fait écho, hein. J'imagine. Mais voilà, donc maintenant qu'on peut, j'ai trouvé ça important de mettre en avant ces spécificités régionales. Euh, et aussi, quelque part, ce qui se joue au Maroc, en tout cas, c'est des classes sociales. C'est que le père, donc en gros, on commence le livre par un drame, et puis on revient 10 ans plus tard, et on suit ce petit garçon, Anir. Son grand-père prend soin de lui, et son père a dû partir en ville pour gagner de l'argent. Mais il a aussi dû partir parce qu'il ne supportait plus la maladie de sa femme et être impuissant à sauver sa femme dont il est très amoureux. Et donc il part en ville. Sauf qu'en ville, quand on sait s'occuper des abeilles, bah, ça peut être bien, mais on n'a pas les codes. Il n'a ni la langue, parce qu'il faut parler français, ou anglais, ou arabe à la rigueur, mais pas amazigh. Il faut avoir des bons diplômes, il faut avoir un bon réseau, et donc lui, il n'a rien de tout ça. Donc il se retrouve à aller chez un cousin qui a une supérette pour s'en sortir, et le cousin lui promet de l'aider, mais en fait l'utilise comme bon à tout faire, quoi. Et donc il se retrouve à subir doublement à la fois cet exode rural forcé, et à la fois ces classes sociales très présentes au Maroc. C'est vraiment des classes sociales, hein, pas des castes, c'est en train de changer, mais quand même. Et la langue, c'est un marqueur social très fort. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon premier roman, où je fais la différence entre le français, l'arabe classique, l'arabe dialectal. Et donc, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas que les autres apprennent forcément bien cette langue. Et donc, ça veut dire quelque chose. Maintenant, dans quelle langue est écrit mon roman? Moi, j'écris en français et je parle, enfin, c'est ma langue avec l'arabe marocain. Et je pense qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'écrivains qui, moi j'en fais partie, qui disent que c'est presque plus cette histoire de langue quelque part du colonisateur. Alors c'était vrai aussi à l'époque, bien sûr, quand il y a eu, juste après l'indépendance du Maroc, par exemple, mon grand-père, même mes parents, c'est très important pour eux. Mon grand-père, je me souviens, il voulait absolument que j'apprenne l'arabe classique. Alors que l'arabe classique ne sert à rien au Maroc, encore une fois. D'ailleurs, on en parlait avec Myriam, la traductrice, que je remercie vraiment de faire ça, qui me disait, j'ai appris l'arabe classique et la seule chose qui était intéressante pour moi, c'était de voir les grands éclats de rire de Marocains qui comprenaient rien quand je leur parlais arabe classique. Donc vraiment, on comprend rien, mais il y avait ce rapport au protectorat, à l'indépendance du Maroc, qui a fait que, à ce moment-là, c'était important, moi je trouve que c'était très bête, mais de dire que l'arabe classique c'était la langue du pays, parce que c'est pas, pour moi c'est pas la langue du pays, c'est l'arabe marocain. Mais bon, ça c'est très, on devient, enfin c'est une discussion qui peut tourner vite politique, mais moi je considère que c'est plus l'arabe marocain et le berbère et l'hébreu. Mais ce qui m'importe aussi de dire, c'est que quelque part la langue, le français, moi je le vis pas comme la langue du colon. Moi je suis franco-marocaine maintenant, je suis très bien à 100% les deux, et j'ai pas de problématique identitaire par rapport à ça. C'est ma langue, comme si j'avais parlé anglais, j'aurais écrit en anglais. C'est Amine Malouf de l'Académie française qui disait ça, qui disait c'est par hasard ou par destin que j'ai appris le français, que je me suis retrouvée en France. J'écris en français, j'aurais pu écrire en anglais. Je pense que quand on est écrivain, on est tellement obsessionnel sur l'écriture qu'on écrit en n'importe quelle langue dès qu'on peut. Et moi, c'est la langue dans laquelle je rêve, donc c'est ma langue. Et je pense que quelque part aujourd'hui, je pense que, en tout cas moi, je trouve qu'il faut dépasser ça. C'est même plus, c'est pas important. Ce qui
qui est important aujourd'hui. C'était important et ça peut l'être pour certains, mais c'est on écrit et quelque part c'est les histoires qu'on raconte qui importent. C'est les histoires qu'on raconte qui font que on est dans on montre les choses et on montre les langues. On montre les langues en les personnifiant, mais c'est plus. Ce qui est important, c'est de montrer que les langues sont des marqueurs sociaux. Ce qui est important, c'est de montrer que par la langue, on voit qu'il y a une histoire coloniale. Mais quelque part, si l'écrivain le fait en français ou en espagnol ou en arabe ou en anglais, tant qu'il l'écrit et qu'il montre que la langue a cette historique en elle, bah pour moi, c'est peut-être ça le plus important. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'étais invitée au Salon du Livre de Rabat, donc c'est le Salon du Livre du Maroc ils font ça chaque année. Et c'est incroyable quand on va là-bas parce que il y a des salles en italien, en français, en portugais, en espagnol, castillan, catalan, en arabe. Parce que en fait, il y a une diaspora marocaine partout. Et par l'histoire du Maroc, il y en a beaucoup qui sont en Espagne, aussi parce qu'il y a eu la colonisation espagnole dans le nord, il y a eu Tanger, il y en a qui écrivent maintenant de plus en plus en anglais, et donc il y a une littérature marocaine dans toutes les langues. Et c'est incroyable parce que c'est ce que ça montre en fait, c'est quoi? Ce que ça montre, c'est qu'il y a une liberté aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes d'ailleurs qui écrivent au Maroc. Avant, beaucoup d'hommes écrivaient sur l'égalité femmes-hommes, etc. Je pense à Tahar Benjeloun notamment. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui prennent la plume. Et en plein de langues. Et ce que ça montre, c'est simplement qu'on se permet d'écrire, quelle que soit la langue dans laquelle on est le plus à l'aise. I c'est ça que je trouve beau, en fait. Sí, de fet, jo crec que podem dir que el teu llibre està escrit en francès, però obre la porta a una polifonia lingüística i d'històries molt gran, no? I abans de continuar resseguint la novel·la, ara que has obert aquesta porta, aquesta activitat s'emmarca en un cicle de literatures mediterrànies. Quin adjectiu consideres que descriu millor la teva literatura? Méditerranéenne, clairement. Oui, parce que en fait, ce que ça montre, la Méditerranée, déjà c'est presque, c'est fou parce que moi, quand j'arrive dans un pays méditerranéen, je me sens à la maison. On en parlait tout à l'heure. Quand j'étais petite, on allait très souvent en Espagne avec mes grands-parents et mes parents, et je me sentais à la maison. Même parfois plus qu'au Maroc, à Casa par exemple. Quand j'ai découvert l'Italie, Palerme notamment, avec ce mélange culturel arabo-normand qui est assez fascinant, j'étais aussi à la maison. À la fois par le côté très beau, même les rapports humains directs, et à la fois par le côté parfois chaotique, alors pas à Barcelone peut-être moins, mais voilà, il y a un côté parfois et je me sens chez moi. Alors je vais vous raconter une anecdote parce que j'espère que vous lirez le livre si vous avez envie, mais ce qui est sympa quand on rencontre un auteur, c'est aussi les anecdotes, les dessous du livre et de son histoire. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans après mon bac, et je suis arrivée là-bas pour mes études. Et bon, je pensais pas que j'allais me retrouver dans un pays étranger en fait, puisque j'étais au lycée français, j'ai grandi avec des Français au Maroc, il y a beaucoup culturellement, voilà, j'ai une double culture claire, je parle français à la maison et mélangé avec le marocain, mais je connaissais bien la France, et en allant là-bas, j'ai vraiment eu un choc culturel, mais à 18 ans, on est encore un bébé, donc on se rend pas compte. On n'arrête pas de dire que je suis très jeune aujourd'hui, merci, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, mais quand même j'ai dépassé un peu les 20 ans. Et à l'époque, c'était assez... Je savais pas pourquoi j'étais pas bien à Paris. Et, et ça a duré 2 ans comme ça. Et après, je suis allée en Italie pour faire mon Erasmus. Et j'ai compris pourquoi j'étais pas bien. C'était culturel. Parce qu'en Italie, tout de suite, on va te parler, comme au Maroc, comme en Espagne, on va te faire la bise, on va t'inviter à la maison, c'est tactile, il y a une générosité tout de suite. Alors Paris, c'est pas la France évidemment, mais
Mais à Paris, c'était pas ça. Et quand je suis arrivée en Italie, j'étais avec beaucoup d'Espagnols, avec des Italiens, et c'était, je me sentais tout de suite bien, quoi, méditerranéenne. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai beaucoup mieux vécu mon retour en France, parce que là, je me suis dit, c'est pas moi le problème, c'est culturel. Mais il faut se rendre compte de ça. Parce que moi, pour moi, c'était. Et je comprenais pas. Je comprenais pas quand j'avais 18 ans. Et en fait, après, plusieurs années après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amis à moi qui venaient du Maroc, même parfois des Espagnols, des Italiens, qui ne supportaient pas de rester en France pour leurs études et qui du coup partaient. Après un an ou deux, ne restaient pas parce que c'était trop dur culturellement. Alors après, on s'habitue, on a nos amis. Moi, ça fait 15 ans que je suis là et que j'adore cette ville. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu l'identité méditerranéenne en ne me rendant pas compte tout de suite que c'était ça. Le... Et après, je me suis dit, ok, bah en fait, ça veut dire quelque chose. On se demandait, est-ce que ça veut dire quelque chose, l'identité méditerranéenne? Oui, je pense que vraiment, il y a une sorte de rapport au monde. Après, c'est pas que des bons côtés, il y a de tout, mais, mais pour moi, je pense que oui, mon écriture, même dans la façon de, les sonorités, le rapport le côté charnel aussi, rythmique des mots, le rapport au sens, les couleurs, les parfums, les odeurs, on a les mêmes odeurs, les orangers, les jasmins. C'est une identité, le rapport à la nourriture aussi, aux grands-parents, à la famille, c'est complètement méditerranéen. Et puis moi je revendique, enfin, d'ailleurs mon troisième roman, je pense que ça va être beaucoup là-dessus aussi. Après, il ne faut pas enjoliver l'identité méditerranéenne, parce qu'il y a des problèmes aussi, mais je pense que ça existe vraiment. En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience malgré moi. També recupero una mica el fil del que acabes de dir i si parlem de cultura hem de parlar també d'històries, d'oralitat, d'herència, no? D'històries que es transmeten de generació en generació. I tornant a la novel·la, m'agradaria centrar-me en la figura de Jeddi, que en àrab per cert vol dir el meu avi, no? El nom del personatge, Jeddi. Jeddi és l'avi de l'Anir, d'aquest nen de 10 anys, i és una mena de guardià de la memòria. De fet, la memòria ocupa un espai central en el text. Si penseu en el títol, Souviens-toi des abeilles, no? Que podríem traduir com Recorda les abelles, podríem dir que el títol ens interpel·la perquè recordem. I, com us deia, trobem una memòria a la novel·la que s'hereta, gairebé com els ruscs de l'apiari, que també s'hereten de generació en generació. A mi m'agradaria preguntar-te si ens podries explicar una mica com la memòria individual i col·lectiva impregna la teva novel·la també. Ouais, ce que j'ai adoré quand je suis allée là-bas, c'est que il y avait beaucoup de personnes qui voulaient me raconter les histoires. Et c'était toujours, c'est du temps de mon grand-père et de son grand-père à lui. Et donc on sentait qu'il y avait une transmission comme ça, transgénérationnelle. Et quand on disait oui, mais c'est peut-être écrit dans les livres, ils étaient oui, mais moi je te dis ce qui se passe vraiment, c'est pas les livres, c'est pas ce qui a écrit dans les villes, c'est comme s'ils étaient porteurs d'une vérité, la vérité de leur terre, et qu'il fallait transmettre aux jeunes générations. Et il y avait une sorte de tristesse chez donc les personnes âgées là-bas, qui était mais tout ça, ça va se perdre si les jeunes générations partent. Et elles sont obligées de partir parce que là il y a une sécheresse qui fait qu'ils doivent partir. Et il y avait cette envie de leur répéter les histoires et presque leur faire promettre qu'ils allaient raconter les histoires à leurs enfants aussi. Et donc c'est vraiment ce côté il faut pas perdre qui on est. Et qui on est, c'est les histoires qu'on raconte, les légendes. Et c'était fascinant parce que bon, alors il y avait de tout et heureusement que j'ai eu des études historiques concrètes de l'université d'Agadir pour que je puisse aussi me baser sur une réalité factuelle parce qu'il y avait plein d'histoires qu'on me racontait mais parfois il y en avait qui étaient un peu farfelues mais c'était intéressant pour la littérature mais bon j'avais quand même envie de baliser mais ce que ça montrait c'est qu'il y avait vraiment cette envie de transmettre et puis cette peur de l'arrêt de la transmission.
Et ce thème de la transmission qui s'arrête, il est très méditerranéen. Parce que on voit ça avec l'immigration. Quand, en tout cas, moi je parle de ce que je connais en France, il y avait une immigration qui a eu italienne, espagnole, marocaine, et parfois on se rend compte qu'il y a une transmission refusée presque aux nouvelles générations parce que on a envie qu'ils s'incluent dans la nouvelle société. Et donc, on change parfois les prénoms. On va pas apprendre la langue. Et donc, et parfois, ça saute une génération. On est OK avec ça, la première, la deuxième, mais la troisième, il y a une volonté de retour aux sources très, 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 très forte. Et donc, c'est ce que tu disais sur le silence aussi. C'est, est-ce que être silencieux sur nos racines, ça fera de nos enfants de meilleures personnes assimilées, comme on dit en France? Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut être très à l'aise avec nos histoires, les raconter pour ne pas qu'il y ait de malaise, justement. Et c'est en ça que le personnage de Jeddi, il est central sur cette transmission-là, ce qui veut que son petit garçon apprenne tout. Mais Jeddi, il est ambivalent, le grand-père, parce qu'il est à la fois ce garant de la transmission, de la tradition, et à la fois, il est complètement fermé dans son cadre de pensée, de religion, il y a une fermeture d'esprit. Et la mère, et donc c'est là où on revient aussi aux femmes, on parle ici aujourd'hui aussi de femmes, c'est la mère, c'est l'étrangère. Elle vient d'un autre village, de l'autre côté de la montagne, donc de très loin. Donc on l'accepte pas. Et pour moi, c'est un symbole, la mère de cette étrangère qu'on n'acceptera jamais, tout simplement parce qu'elle vient pas de chez nous. Et dans le livre, la mère connaît beaucoup mieux la terre des villageois qu'eux-mêmes. Elle fait découvrir des sources d'eau, et pourtant, elle n'a jamais été acceptée dès le début, parce qu'on voulait une fille d'ici, de chez nous. Et donc le grand-père ne l'a jamais acceptée, les villageois non plus. Et donc quand elle a eu ce drame dans sa vie, cette femme, on était bien content qu'elle souffre, quelque part. Parce que on a bien dit que c'était une étrangère, qu'elle aurait jamais, elle parle pas assez bien, elle n'a pas les mêmes croyances, donc ça va pas. Donc il y a une sorte de métaphore quelque part de la femme libre aussi, parce que quand on est étranger, on n'est pas soumis aux mêmes règles. Enfin, on est soumis aux mêmes règles, mais on n'a pas le même cadre de pensée, parce qu'on a vécu autre chose, et du coup on peut comparer. On peut aussi se dire que il y a certaines choses qui vont pas forcément bien. Et donc cette femme, elle voulait pas se soumettre aux règles du village qui disaient qu'il fallait pas s'occuper des abeilles qui ne nous appartenaient pas. Et elle dit dans son livre, mais les abeilles, elles n'appartiennent à personne. On peut les protéger, on peut prendre soin des abeilles, mais elles n'appartiennent à personne. Et c'est pas du tout les règles du village. Et donc c'est le rapport à l'étranger, à la femme libre aussi que j'essaie de travailler dans le livre. Et son mari, Omar, cette liberté qu'elle a, elle lui est vitale à lui, parce que elle lui permet de respirer dans ce petit village où tout le monde connaît tout le monde et où on est très fermé. Et quand quand elle a un problème qu'elle devient malade en fait, il supporte plus ce village parce que son seul moyen de se libérer à lui, c'était sa liberté à elle. Voilà. I abans de passar la paraula al públic, i també tenint en compte que aquesta xerrada, que aquesta presentació forma part de les narratives blaves i liles, també m'agradaria fer-te una última pregunta en relació amb el gènere. I per fer-te-la, us deia abans, fem una aproximació sensorial, doncs voldria que anéssim als ulls. Què veiem en aquesta novel·la? Souviens-toi des abeilles. Veiem un paisatge de diferents colors que titulen les diferents parts del llibre, veiem arbres que podem olorar, veiem animals, veiem aquest apiari que és gairebé omnipresent, i a través de les històries de Jeddi també veiem el paisatge del passat, perquè de fet el temps de la novel·la no és un temps lineal. En el passat, la Zeynep ens ho deia ara, no? Es construeixen tot de regles, de codis de conducta que continuen regint la vida dins d'Erquí en el present. Per exemple, i també en fèiem menció abans, sabem que a Inzerquí els homes no se'ls ha de veure plorar.
Per això et voldria preguntar pel paper que juguen els estereotips de gènere en la vida dins d'Arquí, i en aquest sentit em sembla molt interessant que ens planteges un personatge com el de la mare, que és un personatge molt important de la novel·la, que no és capaç de maternar, i per tant estàs trencant també amb una idea tradicional de la maternitat. Oui, c'est un des totems, la maternité en littérature, qui on enjolive beaucoup sur le fait que la maternité, c'est forcément une mère nourricière, ça se passe forcément bien, c'est la mère qui doit s'occuper des enfants. Alors heureusement, c'est en train de changer avec les jeunes générations et ça, j'en suis ravie. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que en fait, c'est pas inné mais acquis, qu'on peut aussi très mal vivre sa maternité et que parfois il y a c'est des personnes qui sont autour de l'enfant qui sont importantes pour lui, quelle que soit la personne, que ce soit la mère, le père, une grand-mère. Et donc il y avait cette envie de parler de la maternité différemment, euh, avec, avec cette sensation qu'on a aussi quand on est enfant d'avoir l'impression d'être responsable du bien-être de ses parents, qui est complètement absurde et qui ensuite peut valoir des années de thérapie. Mais j'avais envie d'écrire vraiment sur la maternité, mais avec un pas de côté. Euh, Sans parler de la maternité en tant que telle et la mère, qu'est-ce qu'elle ressent, mais de parler de qu'est-ce que ça fait dans la famille quand on est dans une famille très traditionnelle et qu'il n'y a pas cette maternité attendue. Il n'y a pas cette mère qui s'occupe de cet enfant. Alors heureusement, la chance d'Anir, c'est qu'il a un grand-père formidable qui, quelque part, lui apporte cet amour. Et ce qui est important, je pense, hein, dans toutes les enfances, c'est juste qui nous apporte de l'amour et est-ce qu'on en a ou pas quand on est enfant. Et là, il se trouve que c'est pas sa mère qui lui en apporte, mais son grand-père. Et quelque part, il est très heureux, malgré tout. Parce que même s'il vit dans des conditions très difficiles, il a quand même une résilience, ce petit garçon, assez incroyable. Et de la joie de vivre malgré tout. Et je pense que ça, c'est aussi parce que son grand-père prend soin de lui. Tenim temps, oi, per preguntes? Jo en tinc moltes encara, però... Hi ha alguna pregunta? Perquè si no... Ah, sí. Si no, començo jo. Hi ha alguna pregunta? No? Bonsoir, félicitations pour votre projet. Je me demande si votre choc entre Paris et votre caractère méditerranéen ne vient pas que maintenant Paris, c'est pas une ville qui rayonne comme dans le temps de Picasso et de tant d'autres artistes catalans qui sont méditerranéens et qui se sont trouvés bien à l'aise à Paris. C'est ça que je me demande. Si votre choc, c'est le Méditerranée et Paris, ou bien que Paris maintenant ne rayonne pas comme avant. Alors, moi je pense que Picasso a dû vivre un choc aussi, parce que c'est les Parisiens, hein, c'est pas, c'est pas Paris. Non, c'est plus le rapport à l'autre. Moi, je vis à Paris depuis 15 ans et malgré le choc, je suis restée et j'en suis très heureuse. Maintenant, c'est ma ville et je pense, j'ai presque vécu plus de temps à Paris qu'au Maroc, enfin quand même pas, mais peut-être bientôt. Donc, non, je pense que c'est simplement un rapport à l'autre. C'est pas tant la ville en tant que telle et ce qu'elle apporte. Alors, c'est pas forcément autant que du temps de Picasso, mais il y a quand même une scène artistique et culturelle incroyable. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je reste. Mais c'est plus un rapport à l'autre. Et alors, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont parisiens, et le rapport à l'autre, il n'est pas instantané. C'est-à-dire qu'il faut créer du lien, construire, et il faut du temps. Alors maintenant, j'ai des amis formidables et presque une famille de cœur, mais il a fallu du temps. Et on peut se sentir assez seul au début. Puis surtout le rapport aussi à oui, à la communauté. En Méditerranée, on aime bien vivre, avoir tout le temps du monde. D'ailleurs, parfois c'est un problème parce qu'on n'a pas de cadre, enfin, ou de chambre à soi, comme
comme dirait Virginia Woolf, mais c'est plus un rapport à l'autre instantané, qui peut demander du temps, mais qui ensuite est superbe. Et il y a des relations très fortes, très profondes, très puissantes qui peuvent se créer. Simplement, c'est pas le même rythme. Sí, m'ha agradat molt, molt interessant tot el que s'ha explicat. Jo tenia un parell de preguntes. Una, has parlat doncs, que ara finalment les escriptores també han agafat la ploma i per tant estan escrivint. Aquí a Catalunya en català i naturalment en altres llengües també les escriptores estan agafant molta força i també hi ha en les noves generacions de narradores en llengua catalana un retorn a la natura, perquè ja hi havia hagut, no? Fa més d'un segle, donar molta importància o situar les novel·les a la natura, més cal parlar de Solitud de Víctor Català, no? Però actualment hi ha un retorn diferent, evidentment per la gran crisi climàtica que patim. Volia saber si la teva novel·la, que també té aquest tema com a important, si col·labores amb altres escriptores, si veus que altres escriptores marroquines, franceses, estan treballant en aquest sentit. C'est vrai qu'il y a un retour peut-être à la nature. Il y a beaucoup d'écrivains nordiques, scandinaves qui font ça, et canadiens aussi. Et là, de plus en plus, je pense, en Méditerranée, en France, peut-être que ça vient aussi du fait qu'effectivement, là, on prend conscience de l'enjeu climatique, mais il y a aussi un rapport à la beauté qui, je crois, avant, ou en tout cas, il y a d'autres choses qui pouvaient apporter une spiritualité, notamment la religion, la politique, à une époque. Et maintenant, il y a peut-être une perte de sens, de beauté, qu'on retrouve aujourd'hui comme un appel au spirituel, qu'on retrouve dans la nature, en même temps que ce changement climatique. Et je pense que moi je vois autour de moi et beaucoup d'écrivains qui cherchent non pas forcément dans une religion, ou dans un dieu, ou dans un engagement politique clair, mais dans le rapport à la terre. Et peut-être qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, il y a aussi ce rapport-là. Més preguntes? Sobre les llengües, que a mi també això que has explicat, doncs que apertura un fet natural, francès, etc., el marroquí, àrab marroquí. Clar, estava pensant en la Najat, no? La Najat el-Hashmi, que ella, en canvi, no sé, una novel·la magnífica com és L'últim patriarca, explica justament el transvasament, no? La migració del Marroc cap aquí, i per ella sí que l'àrab, ho he explicat moltes vegades, ve a ser com una llengua, diguéssim, de submissió, no? Que ha d'evitar, i que per això té de seguida, tot i que evidentment ve amb 8 anys i per tant va a escola i la llengua que aprèn a l'escola és el català. Sí que hi ha la idea de que com que ella és amaziga i la relació de submissió de l'amazigh respecte a l'àrab la té clara, doncs aquí també entén que el català és una llengua oprimida. No sé, això és totalement diferent del que has explicat tu. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant de voir la multiplicité des points de vue. Je pense que aussi on n'a pas la même histoire. Moi, je sais pas à quel âge elle est arrivée ici, en Espagne, à 8 ans. Il y a aussi un rapport aux phases d'immigration dans sa vie. Moi, je me suis dit en arrivant en France à 18 ans que heureusement que j'avais pas grandi en France, parce que je pense que j'aurais eu une énorme crise identitaire. Je pense que c'est très difficile de grandir aujourd'hui en France quand on est maghrébin, parce que y a un rapport aux personnes qui ont des prénoms arabes, qui seraient de culture musulmane,
on fait mais pas que en France, hein, toute l'Europe se ferme. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des romans qui racontent une multiplicité de points de vue, parce que c'est très dangereux l'histoire unique. Quand on parle dans les médias, on voit les Arabes c'est comme ça, les musulmans c'est comme ça. Moi j'ai quand même eu des clichés incroyables quand je suis arrivée à Paris. On m'a dit ah mais tu portes pas le voile alors que tu viens d'un pays arabe. Moi je suis agnostique donc bon, le voile j'avais envie de dire mais aller voyager, ah tu parles bien français, t'as pas d'accent, mais pourquoi tu bois du vin et tu manges du porc, et j'avais envie de dire mais voyager un peu, voyager pour voir la multiplicité des histoires. Et la littérature, ça permet ça permet de raconter différentes histoires pour voir qu'il n'y a pas une vérité. Bien sûr, peut-être que Najat, c'est ce qu'elle pense, moi pas. Et c'est pas grave, c'est juste qu'on a des histoires différentes. Après, bon, l'arabe comme langue de opprimante, c'est ça? Bon, moi je trouve ça, il faudrait que je débatte avec elle, mais il y a quand même la poésie arabe sublime, où on fait l'éloge du vin et du corps et du désir, qui n'a rien d'oppressant ni d'opprimant. Donc je pense qu'il y a aussi malheureusement des clichés sur aujourd'hui l'identité arabe, et c'est très facile de les démonter un à un. Maintenant, on en a parfois un peu marre au quotidien quand il y a une sorte de clichés là-dessus. Et alors peut-être que aussi il y a un rapport aussi à son enfance et son adolescence. Et si elle a vécu la langue arabe comme langue opprimante, c'est que peut-être elle a vécu dans sa vie des personnes qui l'ont opprimée en arabe. Et c'est possible, bien sûr. Maintenant, il y a une réalité en Europe de cette histoire unique qu'on essaye, enfin, voilà, sur l'islam, il y a plein de problèmes, hein, mais il ne faut pas mélanger islam et terrorisme, comme on peut pas, voilà, c'est bête à dire, mais c'est tellement important de le dire quand même, parce que euh, notamment quand je suis, ça c'est plus le premier roman où j'en parle un peu, mais euh, je me rappelle quand je suis arrivée en France, on m'a dit ah mais t'es marocaine, ah et c'est sympa, je suis allée en Tunisie l'été dernier. Ou ah t'es marocaine et j'ai un ami algérien. Ok, mais j'ai jamais mis les pieds en Algérie ou en Tunisie. Et c'est aussi stupide que de dire que le Portugal et l'Espagne c'est pareil, ou la Belgique et la France, parce qu'on parle français. Et donc il y a une ignorance de ces pays-là qu'on considère comme des pays où en fait quelque part, bon ils sont tous pareils, ils sont sympas, ils parlent fort, on mange bien, mais c'est bien quand ils sont chez eux, quoi. Et qui est un peu grave. Qui est un peu grave parce qu'on est trop proche et on a trop d'histoires communes pour ne pas se connaître. Et il y a un déséquilibre de la connaissance. C'est-à-dire que quand on vient du Maroc, on connaît extrêmement bien la France. Parfois on a même appris nos ancêtres les Gaulois, alors que quand même moi j'ai pas d'ancêtres gaulois, quoi, mais on connaît très bien, et la France ne connaît pas. Ou l'Espagne, bon l'Espagne un peu différemment parce que c'est pas la même histoire. Mais voilà, et ça me rappelle un très beau livre que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Americana, d'une femme nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, qui dit une phrase, bon son personnage le dit, mais elle l'a vécu. La première fois que je me suis sentie noire, c'est quand j'ai posé le pied aux États-Unis. Elle a quand même vécu 18 ans au Nigeria. Mais ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que ce n'était pas un sujet identitaire. C'était pas un sujet d'être noire au Nigeria. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a découvert qu'il y avait une nouvelle identité qu'on lui collait à la peau, qui était l'identité noire, avec tout le passif et le passé historique, esclavagiste, et tous les problèmes qu'il y a pour les Noirs aux États-Unis. Et donc elle découvre ça. Et elle raconte une anecdote que j'aime bien. Elle était dans une université, elle a eu une bourse, elle était excellente. Et ils ont fait une dissertation. Ils ont raconté une histoire et c'était anonyme. Et le prof dit bah, ça, c'est la meilleure dissertation de la classe.
il lit les premières phrases, il dit qui est-ce qui l'a écrit? Et elle lève la main. Et le prof était choqué parce qu'elle était noire. Il s'est dit mais comment c'est possible? Et donc il y a ce rapport à l'identité noire aux États-Unis de manière très différente aujourd'hui, ce qu'on le vit avec l'identité arabe. Parce que c'est négatif en fait. Moi parfois quand on me voit, j'ai pas forcément une tête de marocaine et comme on se l'imagine, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui me ressemblent, mais quand je dis que je m'appelle Zineb, parfois il y a des gens qui me disent ah bon, on dirait pas. Ça veut dire c'est presque dommage, mince, tu fais partie de ceux-là quoi. Et moi j'en rigole parce que j'ai pas de problème identitaire encore une fois, parce que j'ai grandi au Maroc. Je suis très fière du Maroc, même si je suis pas très commode avec le Maroc dans mes livres, c'est parce que j'aime le Maroc que j'écris dessus. Mais je pense qu'il y a vraiment un rapport, et il faut changer ça par la multiplicité des histoires, montrer que ça ne veut rien dire la femme arabe, ça ne veut rien dire le Maghreb, ça veut rien dire. Il y a des femmes, il se trouve qu'il y a des constructions, des reconstructions, ça veut rien dire l'islam, ça veut rien dire le catholicisme. C'est des histoires à chaque fois. Et la littérature, elle permet ça, elle permet de montrer par le charnel des histoires de vie. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'écrire. Jo no volia, no, com és tan interessant, jo he trobat dues coses que no sé, m'han apel·lat una mica amb aquesta conversa tan interessant de la Zineb amb la Meritxell i també amb les preguntes de la Lluïsa. És la força del llenguatge, o sigui, pels que no som escriptors i que la nostra relació amb la literatura és llegir, és fascinant escoltar un escriptor, una escriptora en aquest cas, com dona el valor de les paraules. És a dir, quan parles tot ho relativitzes a favor d'aquest llenguatge, com estimes la llengua. És igual, a vegades ens obsedim amb una llengua en concret, és la llengua la que ens comunica, no? Sigui quina sigui la llengua, i a vegades la volem encapsular, però la força de la paraula, quan sents un escriptor, la notes, no? I és molt important perquè això ens retroba una mica el fet literari amb essència, sigui la llengua que sigui com sigui, és la força de la paraula. No sé com explicar-ho, però llavors tinc dues qüestions amb això, perquè al mateix temps és increïble, no?, aquesta conversa, com vas d'una cosa a una altra, tots els sentits que li dones amb un rusc o amb una mare o amb un... És com una cosmovisió tan completa que, com dius, només la literatura t'aconsegueix, perquè els que no treballem amb literatura és impossible. Dues preguntes. La primera, sobre aquesta cosmovisió que presentes. Tu et sents part d'algun, no sé, quan parlem de literatura de la literatura màgica o que parlem d'algunes escoles, no? Tu et sents part d'alguna escola en aquest sentit? Pertanys a algun moviment o t'identifiques amb algun moviment dintre d'aquesta, no?, que també treballi aquesta cosmovisió de la que tu parles? Perquè trobo que és molt característica. Quan ho llegeixes ja el teu llibre ho notes, però quan tu ho expliques encara més. La segona, que a mi m'obsessiona, que és la de les traduccions. El valor que un escriptor tu escrius en una llengua. Aquesta llengua té un sentit per tu, una sonoritat. Jo penso que la traducció és una feina impressionant, perquè una traducció en una altra fa que un llibre canvi completament. Com vius tu aquesta idea de la traducció? Com t'agradaria a tu que et tradueixin? Quin valor li aportes amb això? Merci beaucoup. Oui, ce que tu disais sur la parole, en fait, c'est reprendre le pouvoir que d'écrire, parce qu'on se raconte tous des histoires. On est une somme d'histoires. Notre identité, c'est l'histoire qu'on se raconte sur nous. Donc, prendre le stylo et écrire, c'est aussi se dire, voilà, moi, je sais que pour mon premier roman, j'étais en colère sur les clichés qu'il y avait
sur le rapport à la femme au Maroc et sur les clichés qu'on avait en France. Et donc j'avais envie de prendre la parole et ce que tu dis sur l'importance de la parole, c'est important. Enfin, c'est vraiment nécessaire. L'école, est-ce que je me considère d'une école ou d'un mouvement? En fait, j'écris des livres que j'aimerais lire. C'est-à-dire que moi, beaucoup d'écrivains sont d'abord des grands lecteurs. C'est ma grand-mère qui m'a donné envie d'écrire parce qu'elle me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais petite. Et d'ailleurs, je lui ai dit le premier roman et un jour, elle m'a dit, j'avais 8-9 ans, je gribouillais des petites histoires et elle m'a dit, j'ai hâte de lire tes livres. Et je pense qu'on a besoin de ce courage d'une grand-mère ou d'une maman ou de quelqu'un qui nous donne un peu le courage d'écrire. Et j'adore, je me rends compte que les livres que j'aime, c'est souvent des livres sensoriels, où on ressent les choses, des livres où il y a de la musique rythmique. Et puis j'adore par exemple les écrivains d'Amérique latine avec le réalisme magique, où on raconte des choses et on se permet d'être complètement libre dans la création et en même temps d'être engagé. Donc il y a deux choses peut-être. Moi mes livres sont engagés dans le vivre ensemble et ça parce que c'est aussi des livres que j'aime bien lire. Et puis c'est effectivement se permettre d'être complètement libre, à la fois d'être très dans la réalité et à la fois d'être complètement libre dans l'imaginaire. Et pour ta deuxième question, sur la traduction, moi j'ai grandi dans un pays où on parle minimum 2 langues. 2-3 langues. Et donc il y a un rapport aux langues qui est pour moi très important. C'est pour ça que j'aime bien dans mes livres mettre des mots dans des langues différentes, parce que parfois il y a des nuances dans les mots on ne retrouve pas la même nuance dans une langue. Et c'est pour ça qu'effectivement la traduction c'est très important. Et c'est important pour moi de mettre dans les livres ces nuances-là différentes. Et j'adorerais que mes livres soient traduits le plus possible, notamment parce que ça permet de toucher différents imaginaires. Et ce qui est très fort en littérature, c'est que plus le roman est ancré dans une région, dans une ville, dans un pays, avec des traditions, et plus il est universel. Moi, je sais que mes 2 livres, même si c'est sur le Maroc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le Maroc, ni avec la Méditerranée, qui me disent « Ah, je me suis retrouvée dans le rapport à la double culture pour le premier roman, dans le rapport la transmission avec le grand-père. Moi, mon grand-père, on allait pêcher, et on racontait ça. » Donc, c'est pour ça que c'est incroyable, la littérature. C'est que ça permet de toucher, en fait, le fondamental. C'est qu'on se rend compte qu'au-delà des cultures, des religions, des langues, on est tous pareils, on a des envies d'amitié, d'amour, de créer une famille, de liens, on a des peurs, la tristesse, la joie, les émotions sont les mêmes quelle que soit la langue. Et pour les traductions, j'ai pour le moment la chance de pouvoir être en direct avec les traducteurs. Ils m'écrivent directement, j'ai une traduction en italien, en anglais normalement, j'espère en espagnol. Pour le moment, c'est des langues que je maîtrise, en tout cas je peux lire. Donc c'est important pour moi que le traducteur fasse ça parce qu'il a aimé le bouquin, pas juste parce qu'il veut traduire. Je pense qu'on traduit mieux les romans quand on a été touché, parce qu'en fait on touche à l'intime, on ne touche pas au cerveau, au rationnel. Voilà. I un traductor a la sala que vol fer una pregunta? Ah, Je me demandais seulement si, même si tu as choisi le français comme langue littéraire pour l'instant, tu t'es jamais posé la question d'écrire en Darija, ou si tu as lu des ouvrages en Darija, s'il y a des prix, un concours, Darija qui te permettrait aussi un parcours. Ouais. Ça. Merci beaucoup. En fait, je me pose pas la question d'écrire en français parce que pour moi, c'est le français ma langue. C'est pas le Darija, c'est une de mes langues aussi, mais le Darija, c'est l'oral. C'est que, alors maintenant, ça commence à
à être écrit, par exemple sur les réseaux sociaux ou par message sur les téléphones. On peut écrire en Darija avec souvent l'alphabet latin et on rajoute les lettres qui manquent en arabe, donc les lettres arabes qui manquent, donc par exemple le A, le Ha, le Ra, c'est des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet latin, on en rajoute des chiffres. Donc par exemple, il y a des mots avec un chiffre au milieu, et ça c'est de la Darija. Et il commence à y avoir des publicités en Darija au Maroc, des choses comme ça. Pas encore des livres. Moi j'aimerais bien que par exemple mon livre soit traduit en Darija. Maintenant je parle pas, je suis pas assez à l'aise en Darija. Je parle en Darija couramment, mais il y a des mots qui manqueraient. Puis il y a aussi des mots qui viendraient du français. Je suis pas en fait, je me pose pas la question vraiment. C'est pas du tout une question que j'ai. On me pose parfois la question. Là, il y avait justement, je disais à Valérie, il y a un mois, il y a eu le sommet de la francophonie à Paris. Et il y avait un journaliste qui voulait m'interviewer en me disant qu'est-ce que ça fait d'écrire dans la langue d'accueil. Et je lui ai dit, mais je suis pas la bonne personne pour vous. Franchement, ça sert à rien que vous m'interviewez parce que pour moi, c'est pas la langue d'accueil, c'est ma langue. Au Maroc, beaucoup de Marocains, c'est leur langue. Et c'est pas un sujet. En fait, pour moi, c'est plus un sujet. Parce que, encore. Mais voilà, c'est mon point de vue. Donc, je me pose même pas la question d'écrire en arabe comme si ce serait. En plus, ce serait pas bon. Franchement, vous lirez pas mes livres. Écrire en arabe, je suis pas capable de. Et c'est pas grave, parce que c'est pas non plus. Enfin, c'est pas. L'arabe classique, c'est pas ma langue. La Darija, c'est une langue plutôt orale. J'aimerais bien que ce soit traduit peut-être en pièce de théâtre, plutôt. Mais ce que je fais de mieux, je le fais en français, parce que aussi, c'est comme ça que je pense. I quina ha estat la recepció del llibre, de la novel·la al Marroc? Alors, j'avais peur pour le premier roman, parce qu'il y a des scènes un peu crues. C'est sur notamment aussi le droit de l'avortement, qui est un sujet horrible au Maroc. Il y a vraiment, c'est encore interdit, il y a des bébés dans des poubelles, enfin, il y a des femmes qui meurent et tout, donc c'est quand même, j'étais assez en colère en l'écrivant. Donc il y a des scènes, l'écriture montre la violence aussi sociale. J'avais peur parce que je me disais peut-être qu'il va être censuré ce livre au Maroc. Bon, ça m'aurait fait de la pub, hein, mais et en fait non, il n'a pas été censuré, il a même été extrêmement bien reçu par les citoyens, les lecteurs. Ils m'ont dit ah bah merci de dire les choses, au moins c'est pas hypocrite et tout. Et je pense que ça montre aussi qu'il y a une ouverture au Maroc aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans quand il y avait des islamistes au pouvoir. Là aujourd'hui les gens veulent dire les choses, et puis aussi c'est pas une démocratie, c'est une monarchie et du coup c'est le roi qui décide, c'est pas le gouvernement. Donc pour moi ça a été une chance parce que le roi est plutôt libéral actuellement, et en fait il censure pas trop les livres, il censure plutôt les films parce que plus de gens qui regardent des films, je crois. Mais ça a été très bien reçu. Il y a une réforme actuelle qui va peut-être passer pour plus de droits, notamment des femmes. Donc on est dans un moment au Maroc aujourd'hui où ça change. Il y a vraiment pas mal de choses pour les libertés individuelles. Moi je suis assez optimiste. Après, évidemment, tout n'est pas rose, et je pense que c'est parce qu'il a eu un succès qu'ils ont accepté que c'était un bon livre. Peut-être que s'il n'avait pas eu ce succès-là, là ils étaient fiers de dire que j'étais marocaine, donc tant mieux. Et ça a aidé. Après, pour le deuxième roman, c'est quand même beaucoup plus consensuel, dans le sens où je parle du rapport à la mère, à un petit garçon. Alors, je parle un petit peu, un moment, je fais quand même tout n'est pas rose, notamment le père quand il va en ville, etc. Mais c'est peut-être moins fougueux que le premier roman. Maintenant, en plus, ils étaient très contents parce que je mets en avant le patrimoine du Maroc. Donc, le deuxième, ils étaient ravis. Le premier, ils étaient ravis aussi, mais je pense que c'est aussi parce que ils se sont dit bon, vaut mieux dire que c'est une écrivaine marocaine, c'est bien pour le Maroc. D'ailleurs, au Maroc, je suis que marocaine. En France, je suis franco-marocaine. Bé, em sembla que hem arribat al final. Ha estat una magnífica vetllada sentint parlar de literatura, de llengua, d'identitat mediterrània. Per tant,
Moltíssimes gràcies, evidentment, a l'Anisep, però també a la Meritxell Joan, que ha fet una magnífica presentació i conversa. I a tots vosaltres per ser aquí, i no cal dir a la directora cultural de l'IAMET i a la Valèria, directora de l'Institut Francès, i a tots vosaltres us emplacem a una altra pròxima trobada amb algun escriptor francès, o sobretot francesa. Fins aviat. Merci à l'Athénée.